Ma sœur m'a, poliment, invité à la pendaison de crémaillère de sa nouvelle maison, mais seulement pour frimer avec son mari riche et m'humilier devant tout le monde. Ce soir-là, je suis arrivé avec 2 Rolls-Royce et j'ai provoqué un chaos total. Cette fête a duré moins de 5 minutes. Je fixais la lourde enveloppe crème dans ma main tandis que l'odeur de parfum cher montait du papier pour agresser mes sens. Mon nom est Chloé Pierre, et à 29 ans, je dirige en silence un empire valant près d'1 milliard d'euros appelé le groupe Pierre. Mais pour les personnes qui ont envoyé cette invitation, je ne suis qu'une ratée qui a été mise à la porte il y a 5 ans pour avoir choisi la technologie plutôt que la faculté de droit. Je suis passé devant ma collection de supercars impeccables dans le garage et j'ai délibérément choisi une Honda Civic rouillée qui semblait prête pour la casse. Ma sœur pense qu'elle a invité un souffre-douleur dans son nouveau manoir pour divertir ses amis fortunés avec ma misère. J'ai jeté l'invitation sur le siège passager de la vieille voiture car ce soir, il ne s'agissait pas de retrouvailles familiales. C'était une convocation calculée à une exécution publique déguisée en pendaison de crémaillère, où il prévoyait de se moquer de ma pauvreté. J'ai démarré le moteur dans un grand bruit de ferraille et j'ai souri, car le chaos que j'allais déchaîner serait légendaire. Et quand tout s'est terminé si vite, personne n'a même compris ce qui s'était passé. La fête n'a pas duré 5 minutes. Je suis sorti du manoir avec des chuchotements qui explosaient derrière moi. Devant le portail d'entrée, 2 Rolls-Royce attendaient déjà, comme si elles montaient la garde pour leur propriétaire légitime. Les portières se sont ouvertes, les phares se reflétant sur la peinture noire impeccable. Je suis monté à l'intérieur sans regarder en arrière et je les ai laissés me voir partir d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Si vous voulez voir comment une Honda rouillée et une milliardaire cachée ont mis fin à une pendaison de crémaillère ordinaire en moins de 5 minutes, alors veuillez cliquer sur ce bouton d'abonnement tout de suite, car cette satisfaction est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. L'atmosphère dans la suite de direction du groupe Pierre était nettement plus lourde que d'habitude plus tôt ce matin-là. Alors que le soleil levant projetait de longues ombres sur les meubles en acajou, un épais dossier noir a atterri sur mon bureau avec un bruit sourd qui semblait faire écho à la gravité de la situation que nous nous apprêtions à aborder. Mon avocat, Julien, se tenait en face de moi avec une expression sombre sur le visage, tandis qu'il se préparait à m'expliquer les documents qui allaient sceller le sort de ma famille dont je m'étais éloigné. Il a commencé à présenter les détails complexes de la fraude financière qui minait Solutions Sommet depuis 24 mois sous la supervision négligente de ses anciens propriétaires. J'ai écouté attentivement tandis qu'il expliquait comment ma sœur, Charlotte Pierre, et mon beau-frère, Thibaut Moreau, avaient systématiquement vidé les ressources de l'entreprise pour financer un style de vie qu'ils ne pouvaient légitimement pas se permettre. Les preuves suggéraient qu'ils traitaient les comptes bancaires de l'entreprise comme leur tirelire personnel tout en ignorant complètement la santé financière de l'organisation qu'ils étaient censés servir. J'ai tendu la main pour feuilleter la pile de relevés bancaires que Julien avait surlignés en jaune pour montrer les transactions spécifiques où le détournement de fonds était le plus flagrant. Mes yeux se sont écarquillés de dégoût en voyant virement après virement étiqueté comme « frais de représentation client », qui étaient en réalité directement acheminés vers des achats de luxe personnel. La révélation la plus choquante fut une série de paiements massifs qui étaient censés être pour le développement commercial mais qui correspondaient aux montants exacts des acomptes pour le vaste manoir de Neuilly-sur-Seine. Ils construisaient la maison de leurs rêves sur des fondations d'argent volé tout en se moquant de moi parce que je conduisais une voiture plus vieille que leur mariage. Il était exaspérant de réaliser que la maison même où ils m'invitaient à célébrer ce soir avait été payée par l'entreprise que je venais d'acheter entièrement quelques heures auparavant. Charlotte et Thibaut vivaient dans un monde imaginaire bâti sur la fraude, et je détenais maintenant le pouvoir légal de tout démolir d'une seule signature. Le lourd silence de mon bureau fut soudainement rompu par la sonnerie de mon téléphone portable personnel, qui affichait le nom de la seule personne en dehors de ce bâtiment qui connaissait ma véritable identité. Ma meilleure amie, Sophie, appelait avec une voix pleine d'une inquiétude sincère, car elle était terrifiée à l'idée que je me jette dans un piège émotionnel qui me blesserait plus qu'eux. Elle m'a supplié de reconsidérer mon projet d'assister à la fête, car elle pensait qu'envoyer les autorités les arrêter serait une justice suffisante sans rouvrir mes vieilles blessures. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, tenant fermement le téléphone contre mon oreille, car il fallait qu'elle comprenne pourquoi cette confrontation personnelle était nécessaire pour que je puisse tourner la page. Je lui ai dit que j'avais besoin de les regarder dans les yeux une dernière fois pour voir s'il restait une once d'humanité en eux ou s'ils étaient vraiment aussi pourris que ces dossiers financiers le suggéraient. Sophie a soupiré à l'autre bout du fil mais a finalement accepté de soutenir toute décision que je prendrais, car elle savait à quel point il m'avait fait souffrir au fil des ans. Après avoir terminé l'appel avec Sophie, j'ai ouvert un tiroir verrouillé de mon bureau pour en sortir une photo froissée de ma famille que j'avais gardée cachée pendant 5 longues années.
J'ai fixé les visages de mes parents, Philippe et Hélène, me souvenant de la façon dont ils me regardaient avec une déception absolue chaque fois que je touchais un ordinateur au lieu d'un manuel de droit. Ils appelaient toujours Charlotte leur « enfant prodige », qui apporterait l'honneur au nom de la famille, tandis que j'étais mise de côté comme l'échec obstiné qui n'arriverait jamais à rien. Je me suis souvenu de la nuit où ils ont jeté mon ordinateur portable sous la pluie et m'ont dit de partir si je refusais de suivre leur chemin rigide vers le succès. Ce souvenir a attisé un feu glacial dans ma poitrine qui a consumé toute hésitation que j'aurais pu ressentir à l'idée de ruiner leur soirée parfaite. J'ai levé les yeux vers Julien, qui attendait patiemment ma directive finale, et je lui ai donné l'ordre qui scellerait leur destin. Je lui ai demandé de mobiliser immédiatement tout le service juridique et de faire en sorte que 2 Rolls-Royce Phantom noirs attendent à exactement 2 pâtés de maison du manoir pour m'extraire une fois l'acte accompli. Ce soir-là, ma vieille Honda Civic a fait un bruit de ferraille embarrassant en s'approchant des grilles en fer forgé de la propriété de Neuilly-sur-Seine. Je pouvais sentir la vibration du moteur décrépit à travers le volant alors que le véhicule tout sautait et octait comme un animal mourant au milieu du silence du quartier aisé. Un agent de sécurité sévère est sorti de la guérite avec un air d'agacement absolu placardé sur son visage en voyant ma voiture approcher de l'entrée. Il n'a même pas pris la peine de vérifier mon nom sur son presse-papier, car il a immédiatement supposé que quelqu'un conduisant un véhicule aussi délabré ne pouvait être qu'un livreur qui s'était perdu. L'homme s'est approché de ma fenêtre et a frappé fort sur la vitre avec ses phalanges tout en me faisant signe agressivement de faire demi-tour et de quitter les lieux immédiatement. J'ai ressenti une vague d'amusement mêlée d'irritation en réalisant que ma propre famille lui avait probablement demandé de tenir les « indésirables » à l'écart, sans se rendre compte que cette catégorie m'incluait. J'ai baissé la vitre manuelle dans un grincement pour expliquer que j'étais en fait une invitée. Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, la porte d'entrée du manoir s'est ouverte. Thibaut a descendu la longue allée avec un verre de vin en cristal à la main, ayant tout l'air de l'aristocrate arrogant qu'il prétendait être. Charlotte le suivait de près, ses yeux s'écarquillant d'horreur en reconnaissant le véhicule rouillé qui bloquait actuellement sa majestueuse entrée. Ils se sont arrêtés de l'autre côté de la grille, me regardant à travers les barreaux de fer comme si j'étais un animal de zoo qui s'était échappé de sa cage. Thibaut a pris une gorgée de son vin et a laissé échapper un rire rauque qui m'a écorché les oreilles avant de secouer la tête avec incrédulité devant le spectacle. « Mon Dieu, Chloé! Où as-tu trouvé ce tas de ferraille? Ne me dis pas que tu comptes le garer dans mon allée. Ça va polluer tout le quartier. » J'ai regardé Charlotte balayer frénétiquement la rue du regard pour s'assurer qu'aucun de ses riches voisins n'assistait à ce spectacle humiliant le soir de sa grande fête. Elle avait l'air de vouloir creuser un trou dans la pelouse parfaitement entretenue pour s'y enterrer plutôt que de reconnaître qu'elle était apparentée à la personne dans la voiture. Son visage est devenu d'un rouge cramoisi profond lorsqu'elle a réalisé que l'agent de sécurité était toujours là, témoin de cette réunion de famille gênante. Au lieu de me défendre ou de saluer sa sœur après 5 ans, elle s'est avancée vers la grille avec une mine renfrognée qui creusait les rides de son front. Elle m'a sifflé à travers les barreaux avec un venin pur dans la voix, terrifiée que ma pauvreté puisse être contagieuse pour sa réputation dans la haute société. « Comment as-tu pu venir ici dans cet état? Je t'avais dit que c'était une fête huppée. Conduis cette voiture à l'entrée de service immédiatement. Ne laisse pas mes invités te voir. » Juste au moment où j'allais passer la marche arrière pour me conformer à ces exigences ridicules, la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau pour révéler mes parents sortant sur le porche. Philippe et Hélène ont descendu lentement le chemin, leurs expressions passant de la curiosité au dédain dès qu'ils ont posé les yeux sur mon véhicule. J'ai senti une petite étincelle d'espoir que peut-être ma mère s'était ennuyée de moi, mais cet espoir s'est éteint à la seconde où nos regards se sont croisés. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement le calcul froid d'une femme qui se souciait des apparences avant tout. Elle n'a pas ouvert la grille ni offert une étreinte. Elle s'est simplement tenue à côté de Charlotte et m'a fait un signe de la main comme si elle chassait un chien errant. Utilise l'entrée de la cuisine réservée au personnel, et s'il te plaît, ne parle à personne de ta profession. Je ne veux pas avoir à expliquer pourquoi la plus jeune fille Pierre est un échec si misérable. J'ai serré le volant fermement pour empêcher mes mains de trembler non pas de tristesse, mais de l'audace pure de leur cruauté. J'ai hoché lentement la tête sans dire un mot, car je savais que toute dispute ne ferait que prolonger cette rencontre angoissante. Ils m'ont tourné le dos et sont retournés vers la maison, riant entre eux comme s'ils venaient de résoudre un problème de nuisible mineur. J'ai changé de vitesse et j'ai contourné lentement le périmètre de la propriété en direction de l'entrée des domestiques, comme on me l'avait demandé. C'était exactement ce que j'avais besoin de voir pour confirmer que ma décision de les détruire était absolument la bonne.
quelques minutes après m'être faufilé par la porte de la cuisine tachée de graisse comme une simple voleuse, j'ai choisi un coin isolé dans le magnifique salon pour observer le spectacle grotesque qui se déroulait devant moi. L'intérieur de la maison était décoré d'une abondance de feuilles d'or et de velours qui criaient pour attirer l'attention, mais à mes yeux, cela ne ressemblait qu'à une tentative désespérée de dissimuler le vide des personnes qui y vivaient. Je suis resté tranquillement dans l'ombre en tenant un verre d'eau du robinet, car je refusais de boire ne serait-ce qu'une seule goutte du champagne cher que je savais avoir été acheté avec des fonds d'entreprise volés. Mes yeux ont balayé la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Thibaut, qui menait actuellement un groupe de collègues sycophantes vers une immense vitrine en verre remplie de bouteilles de vin millésimées. Il tenait salon comme un roi dans son château, pointant du doigt une bouteille poussiéreuse de Cabernet Sauvignon qu'il prétendait être un cadeau personnel d'un diplomate européen. Mon estomac s'est retourné de dégoût car j'ai reconnu ce millésime spécifique sur la facture que Julien m'avait montrée plus tôt ce matin-là dans mon bureau. Ce n'était pas un cadeau généreux de qui que ce soit, mais plutôt un bien de l'entreprise qu'il avait effrontément volé de l'entrepôt de la société pour impressionner ses amis superficiels. Il se vantait bruyamment des notes subtiles de chêne et de bail, pendant que je comptabilisais silencieusement les charges criminelles qui allaient pleuvoir sur sa tête arrogante. Charlotte m'a soudainement aperçu, seule près du mur alors que j'essayais de me fondre dans le décor, et une lueur cruelle est apparue dans ses yeux. Elle a réalisé qu'avoir sa sœur moins fortunée présente était l'occasion parfaite de faire briller encore plus sa propre réussite par comparaison. Elle a tapé vivement dans ses mains pour attirer l'attention des invités environnants et m'a fait signe d'avancer au centre de la pièce comme un animal de cirque. Je pouvais voir l'excitation malveillante sur son visage alors qu'elle se préparait à transformer sa propre chair et son propre sang en une source de plaisanterie pour son divertissement du soir. Elle s'est approchée de moi avec un sourire prédateur et a posé une main sur mon épaule avant de s'adresser à la salle d'une voix dégoulinante de fausse sympathie. Tout le monde, laissez-moi vous présenter rapidement. Voici Chloé, ma sœur. Elle est un peu timide car la vie n'a pas été très chanceuse pour elle, passant ses journées à s'enfouir le nez dans la réparation de vieux ordinateurs. La foule sophistiquée éclata en un chœur de rires condescendants qui résonnèrent contre les hauts plafonds du manoir volé, tandis qu'ils examinaient ma tenue simple avec un jugement non dissimulé. Ils se mirent à chuchoter assez fort pour que j'entende chaque mot insultant, se demandant les uns aux autres si je pouvais payer mon loyer ce mois-ci ou si je vivais encore dans le sous-sol de mes parents. Une femme avec trop de chirurgie plastique m'a demandé si je savais comment réparer son imprimante parce qu'elle ne voulait pas payer les frais de technicien au magasin. Ils se nourrissaient de l'énergie de Charlotte et me traitaient comme une paria sociale qui avait trébuché par erreur dans leur monde policé. C'était une démonstration dégoûtante de mentalité de meute, où des adultes fortunés se sentaient à l'aise d'intimider quelqu'un qu'ils percevaient comme financièrement inférieur juste pour se sentir supérieur. Thibaut s'est pavané pour se joindre à la fête et a passé son bras lourd autour de mes épaules dans un geste de fausse affection qui m'a donné la chair de poule de révulsion. Il a élevé la voix pour s'assurer que chaque personne dans la pièce, des serveurs au cadre, puisse entendre sa démonstration de fausse générosité envers sa belle-sœur démunie. La salle est tombée dans un silence expectant, attendant de voir quelle miette le maître bienveillant de la maison jetterait à la mendiante se tenant au milieu d'eux. Il m'a regardé avec un sourire narquois qui était censé paraître charitable mais qui ne réussissait qu'à avoir l'air incroyablement suffisant. « Et Chloé, j'ai entendu dire que tu avais du mal à trouver du travail. Mon entreprise embauche actuellement du personnel de nettoyage de nuit. Si tu veux, je glisserai un mot en ta faveur. » J'ai serré le poing dans ma poche jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma paume, tandis que mes doigts frôlaient le téléphone qui enregistrait chaque mot de cette interaction. Il m'a fallu toute la maîtrise de soi que je possédais pour garder une expression faciale neutre au lieu de lui faire ravaler son sourire suffisant sur le champ. Je savais que la satisfaction de le détruire légalement serait bien plus grande que toute vengeance physique que je pourrais offrir à ce moment-là. Je l'ai regardé avec des yeux morts et j'ai donné une réponse si glaciale qu'elle aurait pu geler toute la pièce. « Merci pour ta gentillesse, Thibaut, mais je pense que tu devrais t'inquiéter pour ton propre poste avant de t'inquiéter de trouver du travail pour les autres. » Juste au moment où les rires moqueurs de la foule atteignaient leur paroxysme, le carillon lourd de la porte d'entrée retentit pour signaler l'arrivée d'une figure puissante. Le son a agi comme un interrupteur immédiat sur Thibaut, transformant son comportement de brute arrogante en sycophante désespérée en une fraction de seconde. Il a frénétiquement ajusté sa cravate en soie et lissé les revers de sa veste de costume tout en faisant signe aux autres invités de dégager un large passage vers l'entrée. Son visage était rouge d'excitation alors qu'il se préparait à accueillir l'homme qu'il croyait être le validateur ultime de son succès et le garant de son style de vie somptueux. Il a levé les mains pour faire taire la foule murmurante, s'assurant que chaque personne dans la pièce comprenait l'importance de l'invité qui s'apprêtait à franchir la porte.
Tout le monde, silence maintenant. Mon directeur général, l'estimé monsieur Lefebvre, est arrivé. C'est la vraie classe de la famille Pierre. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent pour révéler monsieur Lefebvre entrant dans le foyer, mais son apparence était radicalement différente de l'entrée triomphale que Thibault avait clairement anticipée. Le PDG de Solutions Sommet n'avait pas l'air d'un homme arrivant à une célébration, mais plutôt d'un homme marchant vers sa propre exécution, avec des perles de sueur froide qui brillaient visiblement sur son front. Ses yeux n'admiraient pas l'architecture coûteuse ou les invités bien habillés, mais scrutaient frénétiquement la pièce comme s'il cherchait une bombe cachée. J'observais depuis mon coin sombre avec un calme sentiment de satisfaction, car je savais exactement pourquoi le cadre habituellement posé avait l'air d'être au bord de la dépression nerveuse. Il avait reçu la notification de l'acquisition quelques heures auparavant et savait que son emploi ne tenait qu'à un fil très mince. Charlotte et Thibault se sont précipités pour le saluer avec des sourires si larges qu'ils semblaient douloureux, complètement inconscients de la panique qui émanait de leur patron. Thibault a saisi la bouteille de vin millésimé volé dont il s'était vanté plus tôt et en a versé un grand verre, le tendant vers monsieur Lefebvre d'une main tremblante. Il s'est mis à babiller sans cesse sur les sols en marbre italien sur mesure et le lustre en cristal, essayant désespérément d'impressionner l'homme qui tenait sa carrière entre ses mains. Mais monsieur Lefebvre n'a même pas jeté un coup d'œil au vin ou à la maison. Il a simplement repoussé la main de Thibault d'un geste de pure impatience qui a stupéfié la salle et l'a réduite au silence. « Laisse le vin de côté, Thibault. Où est la présidente? Est-elle déjà arrivée? Pourquoi ne m'as-tu pas informé qu'elle serait présente ici ?» Une vague de confusion a déferlé sur les visages de Thibault et Charlotte alors qu'ils échangeaient des regards perplexes, totalement incapables de comprendre de quoi leur patron parlait. Ils avaient passé toute leur carrière à croire que monsieur Lefebvre était la plus haute autorité de l'entreprise, ignorant qu'un conseil d'administration et un président existaient au-dessus de lui. Dans leur esprit étroit, il n'y avait personne de plus puissant que l'homme qui se tenait devant eux, donc la question semblait totalement absurde. Charlotte a essayé d'en rire, supposant qu'il faisait peut-être référence à son père ou à une autre figure masculine, ne soupçonnant jamais un seul instant que la dynamique du pouvoir avait changé. Monsieur Lefebvre ignora leur confusion et continua son balayage visuel désespéré du salon bondé, sa respiration devenant courte et rapide. Puis son regard a finalement percé la foule et s'est posé sur le coin sombre près de l'entrée de la cuisine où je me tenais silencieusement. La couleur a instantanément quitté son visage, le laissant aussi pâle qu'une feuille de papier, comme s'il venait de voir un fantôme se matérialiser au milieu de la fête. Il n'a pas vu une ratée ou une parente pauvre. Il a vu la nouvelle propriétaire de son entreprise, la femme qui détenait le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait construit. Sans dire un autre mot à ses hôtes, il a abandonné le centre de la pièce et a commencé à marcher vivement vers moi avec une urgence qui frisait la panique. Thibault a remarqué la direction que prenait son patron et a immédiatement supposé que monsieur Lefebvre avait fait une erreur ou était simplement perdu dans la grande maison. La panique a éclaté dans ses yeux lorsqu'il a réalisé que le distingué PDG s'approchait de l'embarras de la famille, et il s'est précipité pour l'intercepter avant que la soirée ne soit ruinée. Il s'est jeté en avant pour saisir le bras de monsieur Lefebvre, désespéré de le ramener vers les invités de marque et loin de la femme qu'il venait de qualifier de femme de ménage. « Patron, où allez-vous ? C'est juste Chloé, ma belle-sœur. Elle est au chômage. Une personne sans importance. Ne la laissez pas salir votre costume. » Au moment où monsieur Lefebvre s'est tenu devant moi et s'est incliné à un angle de 90 degrés, le temps a semblé s'arrêter pour toutes les personnes présentes. Le lourd silence qui s'est abattu sur la pièce était si absolu que le seul son était la respiration terrifiée de l'homme qui avait été auparavant la personne la plus puissante de la salle. Chaque invité s'est figé sur place, son verre à mi-chemin de sa bouche, tandis que leurs yeux s'écarquillaient d'incrédulité à la vue du PDG se soumettant à la femme dont il venait de se moquer. Monsieur Lefebvre est resté dans cette position basse pendant plusieurs secondes angoissantes pour démontrer sa soumission totale avant de se redresser lentement pour me faire face avec des yeux pleins de peur. Il a joint ses mains devant lui pour les empêcher de trembler visiblement tandis que des perles de sueur coulaient sur ses tempes pâles. Il a parlé d'une voix qui tremblait de terreur authentique, car il savait que tout son avenir professionnel dépendait de la façon dont je choisirais de réagir à ses excuses. « Présidente Pierre, je suis terriblement désolé. Je ne savais pas que vous étiez arrivé. J'aurais dû être à la grille pour vous accueillir. Veuillez pardonner cette négligence. » Le bruit de verre brisé a soudainement percé le silence comme un coup de feu alors que Charlotte perdait sa prise sur sa flûte à vin en cristal coûteuse. Le liquide rouge a éclaboussé violemment l'ourlet de sa robe de créateur et a taché le tapis blanc dont elle était si fière, mais elle n'a même pas baissé les yeux pour remarquer le désordre qu'elle avait fait.
Son visage avait perdu toute couleur alors qu'elle fixait la scène devant elle, la bouche bée dans une expression grotesque de choc. Thibaut avait l'air d'avoir été frappé physiquement au visage, car son cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter la réalité impossible qui se déroulait dans son salon. Il regardait frénétiquement d'avant en arrière entre moi et son patron, cherchant une explication logique qui restaurerait son monde à son ordre précédent. Il laissa échapper un petit rire nerveux qui ressemblait plus à un étouffement en pointant un doigt tremblant dans ma direction pour contester cette affirmation absurde. « Patron, vous plaisantez, n'est-ce pas ? C'est Chloé. Elle conduit une Honda accidentée. C'est celle que nos parents ont mise à la porte. Comment peut-elle être la présidente ? » Monsieur Lefebvre s'est retourné pour faire face à son subordonné avec un regard de pure fureur déformant ses traits, car la stupidité de Thibaut était en train de creuser une tombe plus profonde pour eux tous. L'homme plus âgé réalisa que toute association avec Thibaut était actuellement un passif qui pourrait lui coûter sa retraite et sa réputation dans l'industrie. Il s'est avancé agressivement pour couper court au déni décousu de Thibaut avant qu'il ne puisse offenser davantage la femme qui signait ses chèques de paie. Sa voix a tonné à travers le salon avec suffisamment d'autorité pour faire sursauter plusieurs invités alors qu'il livrait la vérité qui a brisé les illusions de Thibaut pour toujours. « Ferme ta bouche immédiatement, Thibaut. C'est mademoiselle Chloé Pierre, la fondatrice du groupe Pierre. Ce matin, elle a acquis 100% des actions de Solutions Sommet. Elle est la propriétaire de l'entreprise. Elle est ma patronne, et elle est la tienne aussi. » Un soupir collectif a traversé la foule alors que le poids de cette révélation s'est abattu sur la pièce comme une lourde couverture d'étouffement. J'ai fait un pas en avant depuis le coin où je m'étais caché, me défaisant du personnage de la sœur timide et rejetée comme d'un vieux manteau. J'ai redressé ma posture pour me tenir de toute ma hauteur, laissant la confiance froide d'une femme d'affaires milliardaire émaner de ma présence. J'ai regardé directement dans les yeux de Thibaut avec un regard de prédateur et j'ai laissé un sourire glaçant courber les coins de mes lèvres en regardant son arrogance s'effondrer en poussière. Mes parents se tenaient figés comme des statues près de l'entrée du couloir, des expressions d'horreur absolue gravées sur leurs visages vieillissants. Maman a levé une main tremblante pour couvrir sa bouche en fixant la fille qu'elle avait forcée à utiliser l'entrée des domestiques seulement 30 minutes plus tôt. Elle a de nouveau regardé mes vêtements simples, mais cette fois, elle n'a pas vu la pauvreté. Elle a vu le pouvoir discret d'une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Ils ont réalisé avec un sursaut écœurant que la ratée qu'ils avaient rejetée était en fait la personne la plus puissante de la pièce, et ils venaient de la traiter comme un déchet devant les personnes même qu'elle commandait maintenant. La pendaison de crémaillère s'est officiellement transformée en procès public lorsque j'ai fait signe à Julien d'ouvrir la mallette en cuir qu'il avait apportée dans la pièce. Il s'est avancé avec l'efficacité d'un bourreau chevronné et a connecté sa tablette sans fil à l'immense écran de télévision monté au-dessus de la cheminée. Le diaporama de Charlotte et Thibaut posant vaniteusement pendant leurs vacances tropicales a brusquement disparu, remplacé instantanément par une feuille de calcul austère remplie de chiffres surlignés et de codes de transaction bancaire. Un murmure collectif de confusion a parcouru les invités rassemblés alors qu'ils plissaient les yeux pour lire les en-têtes qui affichaient clairement les transferts non autorisés depuis les comptes d'entreprise de Solutions Sommet. J'ai vu la couleur quitter le visage de Thibaut alors qu'il reconnaissait la piste de papier numérique incriminante qu'il pensait avoir réussi à enterrer sous des couches de comptabilité créative. Il a fait un geste désespéré pour se tenir devant l'écran afin de bloquer la vue, mais un regard acéré de Monsieur Lefebvre l'a figé sur place comme un cerf pris dans les phares. J'ai marché lentement vers le centre de la pièce, laissant mes talons claquer rythmiquement contre le parquet coûteux que mon argent avait payé. J'ai pointé un doigt stable vers l'écran où une transaction spécifique correspondant à la compte exacte de cette propriété brillait en rouge vif. La pièce est tombée dans un silence de mort alors que les invités réalisaient qu'ils n'assistaient pas à une célébration de succès, mais se tenaient plutôt à l'intérieur de la preuve physique d'un crime d'entreprise massif. J'ai tourné mon regard vers le couple tremblant qui se ratatinait sous le poids de la vérité et j'ai rendu le verdict qui démantèlerait toute leur existence. Vous êtes fiers de cette maison, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque brique ici a été achetée avec de l'argent volé à mon entreprise, et maintenant je suis ici pour reprendre ce qui m'appartient de droit. Je n'ai pas attendu qu'ils inventent un mensonge pathétique, car les preuves qui brillaient derrière moi étaient irréfutables devant un tribunal. J'ai annoncé clairement que Thibaut et Charlotte étaient licenciés de leur poste avec effet immédiat pour faute grave et détournement de fonds de l'entreprise. J'ai en outre déclaré que, puisque la propriété avait été achetée avec des actifs d'entreprise volés, l'acte de propriété était légalement contesté et la maison était désormais sous la saisie du groupe Pierre pour recouvrer les pertes.
Le halètement qui s'est échappé des lèvres de Charlotte était audible à travers la pièce alors que la réalité de sa situation s'est abattue sur elle comme un raz-de-marée. Elle a regardé ses amis, qui s'éloignaient maintenant d'elle comme si elle était contagieuse. Réalisant que son statut social s'était évaporé en un instant, Charlotte a éclaté en sanglots hystériques et s'est jetée vers moi avec le désespoir gravé sur son visage strié de maquillage, abandonnant toute son arrogance précédente. Elle a essayé de saisir mes mains pour implorer ma pitié, mais mon équipe de sécurité est intervenue sans heurts pour créer une barrière physique entre nous. Elle s'est effondrée à genoux sur le sol qu'elle ne possédait plus. Tendant les bras à travers le mur de garde du corps tout en sanglotant de manière incontrôlable, elle a décidé de jouer la seule carte qui lui restait, la même carte sur laquelle elle avait craché plus tôt dans la soirée en me faisant utiliser l'entrée des domestiques. « Chloé, s'il te plaît. Nous sommes sœurs. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me mettre à la rue. S'il te plaît, pense à maman et papa. » Mes parents, qui se tenaient dans un silence stupéfait près de l'embrasure de la porte, sont soudainement passés à l'action en entendant leur nom mentionné. Ils se sont précipités en avant avec une chaleur nouvelle qui était écœurante de transparence, bousculant les invités confus pour m'atteindre. Maman a tendu la main comme pour caresser mon bras, son visage se tordant en un masque de sollicitude suppliante qui contredisait complètement le dégoût qu'elle m'avait montré à la grille. Elle a parlé d'une voix tremblante, essayant de présenter ce vol massif comme un simple malentendu familial qui pouvait être résolu avec une étreinte. Ils étaient terrifiés non pas pour leur fille, mais pour la perte du filet de sécurité financier que Charlotte, pensait-il, fournirait toujours. J'ai fait un pas délibéré en arrière pour éviter son contact, les regardant avec des yeux qui ne contenaient ni chaleur, ni colère, juste la froide indifférence d'une étrangère. Je me suis souvenu de la pluie glaciale trempant mes vêtements il y a 5 ans pendant qu'ils étaient assis confortablement à l'intérieur, et ce souvenir a renforcé ma résolution contre leur manipulation. J'ai regardé ma sœur en pleurs, puis mes parents hypocrites, et j'ai prononcé la rupture émotionnelle finale qui couperait le cordon pour toujours. Ne me mentionnez plus jamais le mot « famille ». Cette famille est morte il y a 5 ans quand vous avez jeté mon ordinateur et mon avenir sous la pluie. À partir de ce moment, la relation entre nous est simplement celle d'un créancier et d'un débiteur. 15 minutes plus tard, le hurlement des sirènes de police a déchiré l'air nocturne et calme du riche quartier de Neuilly-sur-Seine. Le clignotement rythmique des lumières rouges et bleues rebondissait sur les murs du manoir saisi alors que la brigade financière prenait d'assaut l'entrée que j'avais déverrouillée. Je me tenais silencieusement près de la porte ornée, observant la désintégration absolue de la vie sociale soigneusement construite de ma sœur alors que les invités se bousculaient pour trouver la sortie la plus proche comme des rats fuyant un navire en perdition. Thibault a tenté de discuter de ses droits avec l'officier en chef, mais a été réduit au silence immédiatement lorsque l'acier froid des menottes s'est refermé fermement autour de ses poignets pendant qu'il pleurait ouvertement devant ses collègues en fuite. Charlotte était déjà escortée en disgrâce, son mascara coûteux coulant en traînées noires sur ses joues, criant hystériquement que tout cela n'était qu'un terrible malentendu qui pouvait être réglé d'un simple coup de téléphone. J'ai tourné le dos à la scène pathétique et je suis sorti calmement par les immenses portes doubles avant qu'on m'avait interdit d'utiliser à peine 1 heure plus tôt. L'air de la nuit a rempli mes poumons d'une douceur qui avait le goût de la liberté pure, une sensation bien plus enivrante que le vin cher qu'ils avaient servi toute la soirée. J'ai descendu les marches de pierre la tête haute, laissant les cris chaotiques de mon ancienne famille résonner impuissants entre les murs d'une maison qu'ils ne possédaient plus. Ma Honda Civic rouillée était toujours garée de travers dans l'allée, comme une relique tenace du passé, témoin silencieux de l'histoire qui venait d'être réécrite. Mais juste derrière elle, l'obscurité était illuminée par les phares immaculés de 2 Rolls-Royce noirs fantômes qui glissaient silencieusement vers moi, avec les drapeaux du groupe Pierre flottant fièrement sur les capots. Le chauffeur principal, vêtu d'un uniforme blanc impeccable, est sorti et a ouvert la lourde portière arrière avec une profonde révérence respectueuse qui contrastait vivement avec la façon dont j'avais été traité toute la soirée. Juste au moment où je posais un pied à l'intérieur cossu, j'ai entendu les pas frénétiques de mes parents crisser sur l'allée de gravier derrière moi. Ils couraient vers la voiture avec un désespoir absolu dans les yeux, frappant des poings contre la vitre renforcée tout en criant à propos de leur fonds de retraite et en demandant où ils allaient vivre demain. Je n'ai pas tourné la tête pour les regarder, ni ordonné au chauffeur de baisser la vitre pour entendre leurs supplications pour un salut financier. Je me suis simplement installé dans le siège en cuir souple et j'ai fait un petit signe de tête au chauffeur, lui signalant de m'emmener loin de la toxicité qui avait empoisonné ma vie pendant trop longtemps. Alors que le lourd véhicule roulait doucement dans la rue, j'ai regardé dans le rétroviseur les lumières du manoir devenir plus petites et finalement disparaître dans l'obscurité.
j'ai réalisé dans ce moment tranquille que ma victoire n'était pas définie par les milliards sur mon compte en banque ou la voiture de luxe dans laquelle je roulais. Mon véritable triomphe était le courage de couper le cordon empoisonné qui me liait à des gens qui ne m'aimaient que lorsque je leur étais utile. Cette histoire sert de puissant rappel que nous ne devons jamais juger la valeur d'un autre être humain uniquement sur son apparence extérieure ou le véhicule qu'il conduit. Le vrai pouvoir est souvent silencieux et discret, tandis que ceux qui crient le plus fort sur leur succès cachent souvent les insécurités et la tromperie les plus profondes. Nous apprenons aussi que toute vie construite sur des fondations de mensonges et d'arrogance est destinée à s'effondrer au moment où la vérité est révélée, tout comme le manoir de Charlotte s'est effondré sous le poids de sa fraude. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ce parcours nous enseigne que le plus grand acte d'amour-propre est parfois la décision impitoyable de couper les ponts avec les membres de la famille qui drainent constamment votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations toxiques simplement parce que vous partagez le même sang.